Quand on va passer à la friction, il faut se mettre dans la tête de l'équipe IT qui va le faire, donc ou votre partenaire, ou j'en sais rien. Et là, on va avoir une friction qui va être énorme. Pourquoi? Parce qu'il va falloir directement se connecter au logiciel qui récolte vos données online. Et après, il va falloir se connecter sur le logiciel qui vous permet de faire les analyses, donc par exemple SPSS ou d'autres. Et ensuite se connecter sur vos PowerPoint pour avoir la donnée en direct. Donc une grosse intégration. Donc ça peut coûter cher. C'est ça qu'il faut estimer. Les large language models, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez simplement besoin de quelqu'un, un bon software engineer ou un bon full stack, quelqu'un qui va prendre 1 ou 2 mois à se former avec, ça va fonctionner. Il n'y a pas besoin de data scientists, enfin des gens qui sont avec des gros backgrounds, un très bon software engineer, un très bon full stack. Voilà, ça fonctionne. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis le fondateur de Pulse Partners. Donc avec Pulse Partners, on aide les sociétés suisses et étrangères à passer à l'ère de l'intelligence artificielle avec des solutions qui leur permettent d'être les leaders sur leur marché. On a une solution clé en main qui s'appelle Smart Interview et qui permet de récolter de la donnée qualitative à large échelle pour prendre les meilleures décisions, et on crée aussi des logiciels d'intelligence artificielle sur mesure. Rien qu'en 1 an, on en a déjà créé 3, donc du proof of concept jusqu'au passage à large échelle, qui est aujourd'hui la chose qui est compliquée. Et ces logiciels-là sont utilisés maintenant pour de nombreux projets et pour faire gagner du temps à des collaborateurs, mais on a aussi fait une dizaine de proof of concept et de plus petits projets. Et à travers cette vidéo, donc elle vous est destinée si vous êtes quelqu'un qui avait une entreprise, qui avait un business, qui souhaitait investir dans l'intelligence artificielle, qui voit des cas d'usage, qui voit quelque chose qui peut potentiellement être un bon investissement, qui peut vous rapporter peut-être de l'argent ou faire gagner du temps. On voit dans les news, il y a plein de choses qui arrivent, mais c'est difficile de se faire une idée à travers le bruit. Cette vidéo, elle est vraiment là pour être un guide pratique, étape par étape, en 3 parties, qui va vous permettre de savoir si le cas d'usage, il est bon, premièrement, donc comment sélectionner votre cas d'usage. Deuxième partie, organisationnellement parlant, comment il faut gérer le projet. Et en troisième, on va voir la gestion des risques. Donc quels risques sont liés à la mise en place d'un projet ou d'un logiciel à large échelle d'intelligence artificielle et comment les traiter, les éliminer et lesquels considérer. Je vais vous aider pour cette sélection-là et comme ça, vous aurez toutes les clés, toutes les pistes pour avoir du succès dans le passage à l'intelligence artificielle. Donc dans votre passage à l'intelligence artificielle, le premier sujet que vous allez traiter en tant que société, c'est le calcul cas d'usage. Quel cas d'usage vous allez sélectionner? Vous allez sûrement avoir pas mal d'idées, pas mal de cas qu'on peut mettre en place. Et moi, je vais vous donner un processus très simple à mettre en place qui va vous permettre de sélectionner de manière optimale votre cas d'usage. Premièrement, il faut se représenter en tête ces 2 métriques que je vais vous montrer. Ce qui est très important de se représenter en tête, c'est la friction du cas d'usage versus le retour sur investissement. Je m'explique. Le problème de l'intelligence artificielle et des solutions que vous allez créer et vouloir créer sur mesure ou alors passer en production avec un partenaire, c'est que potentiellement vous allez vous retrouver face à plein de frictions. Disons que vous allez voir un peu le dream, le goal, des choses qui fonctionnent très bien en ligne, mais quand vous allez vouloir le mettre chez vous, ça se passe pas comme prévu. Souvent, on peut être surpris au moment, par exemple, de la deadline, au dernier moment, que en fait l'intégration se passe pas de la bonne manière. Mais ça, je vais revenir dessus. Vous allez avoir toutes vos idées là de cas d'usage, et l'idée, ça va être de se dire si je veux vraiment qu'il y ait une adoption dans mon entreprise par mes collaborateurs, par les gens qui l'utilisent, et ben en fait, on va se fixer un seuil, voilà, de friction qui va être un seuil décidé de manière temporelle. Donc je veux pas faire perdre trop de temps à mes équipes, ou alors je veux pas avoir à remodeler une organisation. J'ai un cas d'usage qui passe facilement chez moi. On va en fait sélectionner uniquement dans cette zone-là. Donc c'est-à-dire qu'on va peut-être sacrifier ces points-là qui peuvent rapporter énormément en retour sur investissement, mais sur des premiers cas, si votre entreprise n'a pas trop adopté l'intelligence artificielle et des solutions, voilà, on va faire du simple, on va aller chercher. Donc c'est un peu les low hanging fruits, on appelle ça. Et c'est là-dessus qu'on va faire. Donc bien estimer les frictions. Et je vais vous expliquer exactement comment il va falloir estimer les frictions lorsque vous allez sélectionner votre cas d'usage. Je vais prendre un exemple que nous, on a traité beaucoup de fois parce que c'est notre proposition de valeur. Avec Smart Interview, on aide les agences d'études de marché à gagner énormément de temps et à réduire leur temps de projet et puis à faire du qualitatif à large échelle. C'est vraiment un sujet qu'on connaît bien et donc je vais vous montrer 2 scénarios qui peuvent arriver. Donc pour rappel, le business d'une institut d'études de marché, c'est des gens qui envoient énormément de sondages à plein de démographies, à plein de groupes ciblés et donc qui récoltent des centaines ou des milliers de répondants sur chaque sondage. Et puis certains font aussi des interviews qualitatives, c'est-à-dire qu'ils vont parler à des gens pour récolter de la donnée et pour vendre ça ensuite et mettre en forme et faire des recommandations à des équipes marketing, à des équipes produits ou alors directement à des CEO. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est parmi les cas d'usage que vous pouvez décider si vous êtes par exemple une agence d'études de marché, comment savoir par lequel commencer, lequel sélectionner. Je vais vous montrer ça directement. On va prendre l'exemple de cette première agence marketing. On va dessiner 2 cas d'usage différents. Moi, j'en ai trouvé 2. Donc voilà, imaginons, je suis une agence, 10% de mon chiffre d'affaires est sur la transcription vocale,
90% de mon chiffre d'affaires est sur les sondages. Les sondages, donc, c'est mon plus gros driver de revenus. C'est le truc qui me rapporte le plus. Donc, c'est le truc que si j'arrive à doubler ça ou alors à réduire ma delivery, bah, c'est le plus gros impact, quoi. Il y a 10% du temps où je fais des interviews qualitatives. C'est intéressant aussi si j'arrive à gagner du temps là-dessus. Donc, il y a deux systèmes qui sont populaires pour ça. Soit sur du transcript, ce que vous pouvez faire potentiellement, c'est vous dire, OK, je vais vouloir toutes mes interviews qualitatives, justement, les transcrire, donc prendre la voix et la mettre en texte. Et ça, c'est vachement bien. Donc, on va maintenant tracer ROI versus friction. Et ça, en fait, c'est un super cas d'usage. Donc, il y a un bon ROI, mais par contre, voilà, dans ma situation, bah, voilà, les interviews qualitatives, il n'y en a pas trop. Mais c'est un bon ROI. Si j'arrive à transcrire toute la voix, au lieu de devoir écouter tous mes enregistrements, prendre mon stylo, prendre mon ordinateur et puis tout écrire et puis ensuite faire ma présentation, ça me prend énormément de temps. C'est pas là qu'est ma valeur. Donc, une transcription vocale, ça peut aider. C'est un super ROI. Donc, deuxième ROI, friction, évaluation des frictions. Je réfléchis, est-ce que mettre en place ce genre de cas d'usage, ça va causer des soucis en termes d'IT, en termes de collaboration? Non, c'est hyper easy. C'est un gros plus parce que c'est très facile de le mettre en place. J'ai juste besoin de prendre mon API Whisper Open Source. Je le mets directement sur Heroku pour déployer rapidement. Et puis, j'ai une interface Streamlit et je chope mon texte juste en important mes enregistrements. Deuxième cas d'usage, la classification de questions ouvertes. Donc, j'ai tous mes sondages qui arrivent. J'ai 10 à 20% de questions ouvertes qui sortent de mes sondés. Qu'est-ce que je vais faire de ces 10 ou 20% de réponses ouvertes? Et bien, typiquement, là-dessus, en fait, comme ça drive 90% de mon revenu et comme tous les projets, les collaborateurs doivent tout faire à la main, c'est un cas d'usage qui a sûrement énormément de ROI. Donc, on va dire qu'il a plus de ROI que le transcript dans ce cas d'usage-là. Mais par contre, quand on va passer à la friction, il faut se mettre dans la tête de l'équipe IT qui va le faire, donc, ou votre partenaire, ou j'en sais rien. Et là, on va avoir une friction qui va être énorme. Pourquoi? Parce qu'il va falloir directement se connecter au logiciel qui récolte vos données online. Et après, il va falloir se connecter sur le logiciel qui vous permet de faire les analyses, donc par exemple SPSS ou d'autres. Et ensuite, se connecter sur vos PowerPoint pour avoir la donnée en direct. Donc, une grosse intégration. Donc ça peut coûter cher. C'est ça qu'il faut estimer. Et on s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dans le background, quand on n'est pas dans la situation. Mais ça, par exemple, si vous collaborez aujourd'hui avec une agence IA, mais classique, il faut faire très attention à ça. Parce que c'est des personnes potentiellement dans cette agence-là, il n'y a peut-être pas d'intégrateur, c'est peut-être des gens qui gèrent juste des API, de l'automatisation. Ils ne vont pas forcément réussir à vous mettre ça sur un serveur, à faire un flux régulier de données qui arrivent chez vous. C'est assez complexe. Et donc là, dans ce cas d'usage-là, c'est clair que ce qu'on va sélectionner, c'est le transcript. Friction estimée presque pas. Donc on va aller directement dessus. Par contre, à côté, voilà, la classification de questions ouvertes, il y a beaucoup de friction. Donc ça va nous coûter un petit peu cher à mettre en place d'un point de vue IT. Et puis, je ne suis pas sûr qu'avec les ressources en face, les personnes savent gérer ça. C'est des personnes qui savent faire de l'intégration d'API, voilà, jouer un peu avec l'IA, les prompts et tout, mais ils vont peut-être pas être capables de gérer tout ça sur un grand nombre de sondages. Donc, pour ne pas que votre investissement parte à la poubelle, voilà, il va falloir partir sur ce cas d'usage-là. Par contre, il y a une deuxième situation qui est possible. Maintenant, on reprend les deux mêmes agences, donc les deux mêmes cas d'usage. Donc ça change rien. Maintenant, si par exemple vous travaillez avec une agence qui est spécialisée dans votre sujet, et ben en fait ça va aller beaucoup plus vite parce que la friction, ils auront déjà traité ce problème en amont. Donc ils se seront déjà intégrés sur des plateformes, ils auront déjà des parties qui vont de leur logiciel qui vont vous permettre de vous intégrer directement. Et ça, ce sera déjà pris en compte chez eux. Vous devez estimer ça si vous avez un partenaire qui est vraiment spécialisé sur votre axe de marché et sur ce que vous souhaitez réaliser comme projet. C'est possible. C'est possible. Donc, c'est notamment notre cas. Donc, pour faire un peu de pub, Pulse Partners, on est spécialisé dans les projets à destination des équipes marketing d'instituts d'études de marché. Donc, on a par exemple cette solution de classification qui s'intègre directement chez vous. Bref, on reprend. Ici, donc, dans mon cas d'usage, j'ai plus de friction et j'ai un gros ROI parce que c'est une agence spécialisée. Donc, voilà. Donc, ici, maintenant, je vais changer. Je vais prendre celui-là, quoi. Je vais sélectionner celui-là. Je vais sélectionner le cas d'usage de la classification dans le cas où je travaille avec cette agence qui est spécialisée. Maintenant, on va voir comment détecter justement ces frictions et de quel type elles peuvent être. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est comment vous allez gérer les frictions de votre cas d'usage. Quels sont les différents types de frictions qui existent? Donc on en a vu, voilà, liées à l'intégration, mais je vais les détailler maintenant pour que vous voyez très clair ce que c'est. Les frictions, elles peuvent être de trois types. Premièrement, le plus évident, c'est la DB/data. Le deuxième type de friction, c'est le déploiement. Et le troisième type, c'est l'intégration. Celle-là, c'est la plus importante. Celle-là, c'est la deuxième plus importante. Et celle-là, elle n'est pas trop importante. Je vais vous dire pourquoi. Voilà, commençons par celle-là. Donc, elle n'est pas très importante parce qu'aujourd'hui, vous pouvez déployer super vite en utilisant Heroku ou Streamlit, par exemple, ça marche aussi. Mais les problèmes de déploiement, voilà, maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus rapide. Alors, on a moins besoin
d'embarquer dans un conteneur, etc. La conteneurisation, en fait, elle est déjà faite, en gros, à l'intérieur de ces nouvelles applications. Donc, créer une web app, c'est très très rapide. Donc, voilà, vous utilisez juste ça. Et ça, c'est pas un souci. La DB, la data, voilà, il y a plusieurs endroits où vous pouvez avoir pas mal de friction. Typiquement, si vos données, c'est par exemple du Access, ça, c'est un cas qui arrive souvent. Donc si vous avez des anciens, DB local ou du Access, ça c'est un problème parce que le data scientist il va devoir prendre tout son temps pour importer votre donnée, la traiter et commencer à travailler dessus. Si votre donnée, elle est aujourd'hui c'est désorganisé, donc c'est sur, voilà, je sais pas, c'est différents types de dossiers. Donc par exemple, si c'est de la donnée textuelle, là il va y avoir une standardisation à faire. Donc estimez bien ce temps-là. Par exemple, si c'est un RAG et que vous avez voilà, des graphiques et plein de choses différentes sur vos données. Ça peut prendre beaucoup de temps à traiter et à être sûr de pouvoir les intégrer, les extraire pour une application ou un déploiement d'intelligence artificielle. Donc si votre donnée, elle est éparpillée un peu partout, donc vous allez devoir vraiment la standardiser clairement. Et j'ai entendu plein de projets de RAG où voilà, on a besoin de cette donnée-là, l'extraire, on a besoin de la remettre dans des fichiers texte qui sont uniformes. Et c'est pour ça que ce genre de cas d'usage, voilà, essayer d'avoir de la donnée qui est un peu standard, partout pareil, structurée d'une certaine manière. Par exemple, pour faire un agent en customer service, essayer que la donnée, ce soit par exemple des pages web qui soient les mêmes, là ça va vraiment aider. Et si par exemple votre donnée c'est des liens, bah simplement essayer de faire un fichier entre le lien, les liens à utiliser, la fréquence que vous voulez faire l'extraction de données et puis les champs à extraire, quoi. Pour des use cases où vous allez avoir besoin de scraper de la donnée. L'intégration, là en fait c'est la solution IA. Il faut que vous anticipiez, comme j'ai dit tout à l'heure, dans quelle app ça s'intègre et comment. Et ça, c'est ce qui va causer le plus de soucis parce que par exemple, si vous avez un projet avec un timing voilà, qui est calculé, la personne, si elle a mal pris les besoins et que voilà, elle a normalement estimé que ça c'est la phase data, ça c'est la phase IA. Et donc ici, typiquement, il y a l'intégration. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que cette phase-là d'intégration, si on ne l'a pas estimée, en fait, on peut avoir dit qu'elle allait prendre quelques jours alors qu'elle est beaucoup plus complexe. Donc, ce qui arrive par exemple dans notre cas d'usage de sondage, de classification, de sondage de données ouvertes, il peut se passer par exemple, on veut intégrer sur SPSS, on n'a pas créé les connecteurs, on n'a pas créé le format de données adapté. Donc ici, votre intégration, elle peut prendre énormément de temps. Et ça, c'est une des causes qui peut faire rater votre passage d'intelligence artificielle. Si vous avez mal estimé ça, le coût, le temps et comment ça va se faire, c'est vraiment le facteur le plus important, c'est l'intégration. La donnée, à la rigueur, on s'en sort, mais le problème que ça va causer, si vos données, elles sont pas standards, elles sont pas cleanées, l'ingénieur qui va travailler dessus, il va prendre beaucoup de temps à la gérer, et puis du coup, il va perdre du temps sur le cœur de son projet, donc le modèle d'intelligence artificielle, la modélisation et le cas d'usage final. Donc ça peut être une perte d'argent au final. Voilà, on passe à la suite. Alors, ça y est, maintenant vous avez sélectionné votre cas d'usage avec perfection. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est organiser notre team de champions pour avoir du succès dans notre intégration de logiciels d'intelligence artificielle et puis pour que tout se passe bien. Comment ça va se passer? On va essayer de recomposer ce qu'on appelle la Triforce. Il nous faut le business knowledge, il nous faut la personne IT, donc là ça va être software engineer ou alors full stack. Et il va nous falloir potentiellement, c'est possible, ça peut vraiment aider dans un grand nombre de cas, je pense, donc c'est à considérer, le data engineer. Avec si vous avez ces personnes-là et des personnes solides, ça va fonctionner, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a le piège où vous pouvez vous dire que finalement vous allez plutôt recruter un LLM engineer, un mec qui fait de la R&D ou un data scientist, vous n'en avez pas besoin. Je suis déjà tombé dans ce piège, ça m'est arrivé, j'ai fait des collaborations avec ce genre de personnes au tout début et puis ça m'a coûté du temps et de l'argent et ça il n'y avait pas forcément le retour sur investissement. Les large language models, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous avez simplement besoin de quelqu'un, un bon software engineer ou un bon full stack, quelqu'un qui va prendre 1 ou 2 mois à se former avec, ça va fonctionner. Il n'y a pas besoin de data scientists, enfin des gens qui sont avec des gros backgrounds, un très bon software engineer, un très bon full stack. Voilà, ça fonctionne. Quelqu'un qui se forme 1 ou 2 mois. Le data engineer, si vous avez énormément de données à gérer, si c'est des flux, genre, je sais pas, des milliers de données, des milliers de sondages, par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, là, vous allez avoir besoin de ce profil. Vous allez aussi l'avoir besoin pour s'il y a beaucoup de logs à faire, donc s'il y a beaucoup à monitorer pour s'assurer que tout se passe bien lorsqu'on surveille le système, lorsqu'il passe à large échelle. Voilà, il faut pouvoir vérifier tout ça.
partie-là. Et puis le data engineer, il est très bien pour ça. Donc en gros, il vous faut cette triforce et business knowledge. C'est quelqu'un que vous allez choisir chez vous, qui a toute la connaissance business du cas d'usage que vous voulez faire. Vous allez séparer de cette manière-là. Là, c'est votre team. Là, c'est votre entreprise. Et là, c'est votre partenaire. Alors, ce qui peut arriver également, je le rajoute, ça peut être coupé ici aussi. Vous pouvez aussi avoir ces deux profils-là, donc le data engineer chez vous et le business knowledge chez vous aussi. Si c'est pas en tout cas un besoin que vous allez internaliser sur le très long terme, et si maintenant on cherche de l'opportunité, ça suffit d'avoir cette personne-là en interne. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut. Et donc la personne qui a le business knowledge va être disponible avec donc, le software engineer, donc de préférence quelqu'un qui fait de l'AI, qui manage le projet. Il y aura un échange de connaissances entre ces deux personnes une fois par semaine ou 2 fois par mois. Et donc, avec cet échange d'informations récurrent, vous avez un contact qui est optimal, une gestion de projet qui est optimale, et ça va vous permettre d'aboutir au succès escompté. Donc, comment ça va se passer? Tout à l'heure, on a vu exactement qu'il y avait des phases de validation. Hein. Donc ici, on va prendre le déroulé de votre projet, ce que vous voulez mettre en place. Et donc là, c'est la partie proof of concept. Donc la preuve de concept, c'est le moment où vous allez prouver que votre cas d'usage, il est réalisable, il est rentable, et que vous pouvez aller plus loin dans une version live ou un passage en production, une utilisation à large échelle. C'est deux parties qui sont disjointes. L'erreur qu'on voit souvent, c'est que la personne du business va demander de faire tout ça alors que ça va même pas marcher. Le proof of concept, il est là pour dire ok, on valide cette partie-là, on sait que ça prend ce temps-là. Maintenant, comme on a fait celle-là, cette plus grosse partie-là, elle nous a pris que ce temps-là. Donc, ça veut dire qu'on est assez confiant pour passer en live et maintenant, on fait le gros projet. Le proof of concept, c'est ça. C'est on isole cette petite partie-là, ça fonctionne parfaitement et après, on passe en live. Donc, avec mon exemple là d'étude de marché, donc ça va être ok, on prend 500 sondages, on valide que la classification, elle marche bien en sortie, donc sur les réponses de sondage et ensuite, une fois qu'on a validé sur les 500, on passe aux 5000 par semaine. Parce qu'entre ce passage de 500 sondages d'un coup testés à 5000 sondages par semaine, il y a un système, il y a une ingénierie des données qui est faite de manière régulière. Puis donc, on a besoin de quelqu'un qui se charge de ça, qui s'assure que le passage en live se passe bien. Donc, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en fait, ici, il y a une pré-production. Donc, il y a des tests qui sont faits pour voir que les systèmes tiennent, qu'on alloue les bonnes ressources, que tout fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est les phases ici de validation. Et à chaque phase, donc moi, je recommande chaque semaine ou chaque 2 mois, la personne qui a la connaissance business qui va être choisie dans votre entreprise pour transférer la connaissance va être également la personne en charge de valider que le set de données en sortie du système il correspond à ce qu'on veut, que tout va bien. Et puis une fois que ce set-là de données, on le connaîtra bien, que la validation elle sera suffisante. Donc votre partenaire, s'il fait bien le job, ici il va créer une data platform et ça, dedans, il va pouvoir loguer les modèles. Donc, il va obtenir tous les logs de modèles si ça fonctionne ou pas, les erreurs, si tout va bien. Et puis, du coup, c'est là-dessus maintenant qu'on va valider en live à une fréquence normalement moins élevée sur des gros projets. Et donc, ça, c'est en gros le data engineer qui va faire ça pendant qu'il y aura un échange avec le software qui lui va faire les updates. Donc il va faire les updates sur la partie live pour la rendre meilleure, pour que le modèle il soit meilleur pour update. Et normalement, tout va se passer pour le mieux si on a anticipé ici, typiquement la pré-production, en fait, c'est l'intégration dont on parlait tout à l'heure. Si on a anticipé ça, toute la partie live, ça va se passer correctement. Voilà, donc ça, c'était la partie organisationnelle. Troisième partie, c'est le management du risque, la gestion des risques liés au projet. Comment les anticiper avant une phase de projet et de quelle manière ça va nous aider à bien mettre en place notre projet par la suite. Donc, maintenant qu'on a vu comment s'organiser efficacement pour mettre en place nos cas d'usage d'intelligence artificielle ou alors faire scaler notre logiciel ou l'intégrer à une solution partenaire, on va voir comment gérer les risques liés à la mise en place d'un tel projet. Pour cette gestion de risque, je vous propose de repartir sur l'exemple de l'Institut d'études de marché, donc de l'agence marketing qui fournit des sondages ainsi que des interviews qualitatives. Et donc, on a sélectionné maintenant cette opportunité de faire de la classification de sondages, de questions ouvertes, parce qu'on s'est dit que c'était la bonne opportunité qui permettait d'avoir le plus gros retour sur investissement. Et donc maintenant, on sait qu'on va faire ce cas d'usage. Voilà, on va le scoper. Maintenant, je vous propose, voilà, donc pour la faisabilité technique de ça, vous allez en fait évaluer maintenant les risques, donc les attentes en termes de données. Où est-ce que vous voulez valider la donnée pour qu'elle soit correcte dans votre système et puis pour que tout se passe bien. Pour la gestion de risque donc d'un tel sujet, donc moi je vous propose de fonctionner de cette manière-là. Donc je vous donne une matrice, vous pouvez la réutiliser telle quelle. Ça donne en gros une image mentale de qu'est-ce qu'il faut surveiller pendant votre projet. Et en fait, cette matrice-là, c'est ce que vous regardez précisément pendant l'évaluation de la donnée et la validation de la donnée à chaque phase. 3 étapes. L'évaluation du risque. Est-ce que ce risque est très grave? Est-ce que cette donnée ou cette conséquence de l'output d'un modèle
de ce qui se passe dans votre système de données a, disons, un impact important, moyen ou peu d'impact, comment on le considère à partir de ça? La probabilité. Est-ce que ça risque d'arriver souvent? Est-ce que ça arrive sur beaucoup de types de données? Est-ce que ça arrive à des moments qui sont très très fréquents? La décision, selon la gravité du risque et sa probabilité d'arriver, quelle décision on prend? Est-ce qu'on traite ce risque-là, donc on fait en sorte que ça n'arrive jamais? Est-ce qu'on l'accepte ou est-ce que juste on le surveille? 3 risques différents donc dans notre système qui, je le rappelle, donc c'est du... voilà, on a notre sondage et ici ce qu'on va faire, c'est le classifier et c'est relater également à quel topic. Topic 1, topic 2, voilà, etc., etc. Ça, c'est le système qu'on a. En gros, moi, je vois 3 risques principaux. Le premier risque, mauvaise classification. Donc, c'est en gros ma question et la réponse d'un répondant. Et en fait, au lieu de le classifier ça en positif, le classifier en négatif. Donc, pour moi, c'est quand même un risque avec une évaluation assez élevée. Et donc, ça, on va quand même le considérer comme assez grave. Voilà, une mauvaise classification de données, c'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir parce que à la fin, on crée des rapports marketing, on analyse de la donnée, donc on transforme ça en du quantitatif, en du mesurable. Du coup, un système qui ne sait pas jauger entre positif et négatif, on va pas du tout aimer une mauvaise classification. Donc c'est high. La deuxième chose qui peut arriver, une hallucination du modèle. Ça peut arriver parce que les modèles de LLM, ils font que d'évoluer, puis on veut constamment diminuer les coûts. Et puis sur les modèles à faible coût, il se trouve on peut avoir pas mal de choses qui sortent, qui sont assez lunaires et qui peuvent ne pas forcément être relatées à ce qu'on souhaitait dans notre système. Ou alors, voilà, le data scientist, il a mal fait son contexte, il a mal géré un peu la température du modèle. Donc l'hallucination, ça peut arriver. Dans notre cas, qu'est-ce qui va se passer? Donc au lieu qu'on ait, je vais dire que là, il y avait 5 topics, et ben on va en avoir 8 qui sortent. Et en fait, moi, ça, je vais dire que c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que si on a les 8 topics qui sortent, en fait, on savait très bien en entrée les 5 qu'on voulait. Et donc, ces hallucinations-là, elles ont aucune conséquence sur ce qu'on va vouloir derrière. Donc, c'est un risque qu'on va jauger comme, voilà, pas très grave dans notre cas, puisqu'on peut finalement filtrer ce qui est en sortie. Un topic oublié. On a fait notre classification de topics en sortie des questions ouvertes. Par contre, le système a oublié des topics parce qu'on a mal peut-être contextualisé la chose dans notre prompt, ou alors il nous manque de l'information sur nos répondants, sur toute notre base de données. Du coup, il y a des topics qui sortent pas. Alors ça, je vais dire que c'est un risque moyen parce que contrairement à une mixed classification, c'est pas quelque chose qui a un impact quantitatif direct, puisque c'est finalement sur la probabilité de toutes les réponses. Ça peut arriver un peu partout. Ça, c'est un risque qui est moyen. Il y a la même probabilité pour tous les topics. Derrière, pour ces 3 choses, donc on va étudier la probabilité que ça arrive. Une mauvaise classification de topics. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand même relativement de manière médium, puisque voilà, ça met un peu de temps quand même de bien gérer notre modèle. Donc, si on fait du LLM, ça va être bien gérer que la classification elle se passe bien, que le langage il est bon, donc voilà, en phase proof of concept live, ça peut quand même arriver. Donc voilà, c'est un risque qui est médium. Ensuite, des topics qui hallucinent, comme je disais, dans le contexte actuel, c'est high, mais ça pourra peut-être évoluer par la suite. Et puis pour un topic qui est oublié, c'est comme la misclassification en fréquence. Donc ici, on va prendre des décisions par rapport à ces 3 risques-là. La misclassification, je veux surtout pas que ça arrive. Ça peut tuer les métriques et les rapports que je présente à la fin à mes différents parties prenantes. Donc on fait la décision de l'éviter complètement. Donc ça, c'est dans notre développement, on va l'éviter à 100%. L'hallucination, comme je vous ai dit, on peut le filtrer très facilement, donc on l'accepte. Le topic oublié, c'est quelque chose qu'on va monitorer parce que si ça arrive en moyenne, ça n'a pas d'atteinte sur nos mesures à la fin. Mais voilà, on veut quand même améliorer la qualité du système. On veut que ce soit quelque chose de plus pro. Donc on veut quand même pas oublier des topics sur nos analyses de questions, parce que ça donne plus de granularité au final aux personnes qui utilisent le rapport pour les analyses finales. Donc sous cette matrice-là, c'est ce que vous allez vous servir pour valider donc entre toutes les phases de projet, donc P2, P1, donc entre tous les work packages. Là, la personne qui a le knowledge business, elle va devoir justement peut-être se faire assister par son partenaire ou alors créer cette matrice vous-même pour en fait estimer voilà, les risques. Si ce qui sort, c'est pas ce qu'on veut, donc par rapport au modèle, par rapport à ce qu'il est capable. Et ça, du coup, ça va vous permettre voilà, de valider systématiquement les phases de projet avec des bons repères clairs et utilisables. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner les clés, de vous donner une trame que vous avez simplement à suivre pour réussir votre adoption de l'intelligence artificielle, réussir voilà, votre passage à l'échelle
de vos logiciels. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fait plaisir d'y répondre et de vous aider pour que cette adoption d'intelligence artificielle ce soit un succès, pour votre investissement il soit fait de manière réfléchie, de manière claire, de manière organisée. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une intégration donc de Smart Interview pour pouvoir prendre des décisions stratégiques à partir des données et des insights qualitatifs de vos clients, ou si vous avez besoin d'aide pour du sur-mesure. On se tient à cœur de résoudre vos problèmes business les plus complexes. Et je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. En tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup et à plus.